Bienvenue sur la FM 100.9, nouveau rendez-vous avec la politique cette semaine. Et Gilles, tu reçois peut-être un futur sénateur. Bonjour, soyez les bienvenus dans Rendez-vous avec la politique. Après le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud, c'est notre deuxième rendez-vous avec la politique. Et cette semaine, c'est évidemment un politicien de la région de la Loire. C'est peut-être un futur sénateur. Il est le maire de Saint-Marcel-de-Féline, Jean-Claude Tissot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Loire FM. On a beaucoup de questions à vous poser, mais on est en plein dans l'actualité puisqu'on a dans quelques jours les élections au Sénat. Je vais peut-être commencer par le Sénat. Pourquoi on décide un jour de se présenter au Sénat ? C'est le résultat de plusieurs années d'engagement, comme l'engagement politique d'ailleurs. On ne décide pas un matin, allez hop, je vais faire de la politique. C'est plutôt le résultat d'une vie, d'un engagement, au départ associatif, et puis après peut-être syndical. Et après on fait de la politique, parce que aussi, moi, ma vie, elle a été faite de rencontres. Et en politique, c'est ça, c'est aussi la rencontre. Alors on va revenir un peu sur votre parcours. Quel était un peu votre parcours pour on va dire, de votre naissance presque à aujourd'hui, pour vous situer un petit peu. Eh bien écoutez, si on démarre au début, je suis né à Saint-Chamond. Ouais, donc pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. J'ai habité toute ma jeunesse à Saint-Éan, jusqu'à 20 et quelques années. Après, j'ai habité Montbrison. Après, un petit moment à Lyon. Et après, je suis revenu dans la Loire pour habiter à Saint-Marcel-de-Féline. Tant qu'on est sur Saint-Marcel-de-Féline, est-ce qu'on peut la situer exactement ? Alors Saint-Marcel, c'est entre Feurs et Roanne, sur la rive droite de la Loire, et à 500 mètres d'altitude à peu près. On a plus des accroches avec le Rouennais ou avec le Stéphanois ? Plutôt le Rouennais. Ouais, plutôt le Rouennais, on est plutôt tout ce qui est administratif, on va plutôt sur Roanne. Oui, c'est l'arrondissement de Roanne, la préfecture de Roanne, les districts sportifs, c'est Roanne, on est vraiment tourné vers Rouennais, oui. Très bien. Alors une question qui va vous paraître peut-être compliquée, mais j'ai envie de vous la poser. Vous êtes au Parti Socialiste. C'est quoi, on est presque en 2018, c'est quoi aujourd'hui avec tous ces bouleversements d'être socialiste ? Est-ce que vous avez une définition ? Oui, j'ai une définition, mais elle n'est pas tellement politique, la définition d'être socialiste, parce qu'il y a le Parti Socialiste et être socialiste. Être socialiste... C'est deux choses différentes ? Oui, c'est deux choses différentes. Ça ne devrait pas l'être, mais aujourd'hui, il y a la structure qui est le Parti Socialiste. Que va-t-il devenir aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, être socialiste, c'est être vigilant à ce que personne reste au bord du chemin. Je pense que c'est ça, la définition du socialiste. C'est une façon de voir les choses, parce que le bord du chemin, et puis il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, on est en marche. Alors, est-ce que vous êtes... Comment vous arrivez à vous positionner entre on a du mal aujourd'hui en politique à se situer parce qu'on a l'impression que tout a éclaté, et on en parlait juste avant l'émission. On a dit que pour ce sénatorial il y a beaucoup de listes, notamment une liste En Marche, et il y a une liste communiste, il y a vous qui représentez une liste socialiste, et beaucoup de listes qui sont à droite, il y en a 4 je crois. Ouais. Est-ce que ce bouleversement du schéma politique, est-ce que ça vous fait changer votre réflexion aussi ? Non. Moi, parce qu'on a aussi, je m'excuse de vous couper, mais on a aussi quand vous dites laisser personne au bord du chemin, on a l'impression que quand les gens de droite nous parlent, ils disent la même chose également. Oui, alors il faut regarder les actes. Il y a les paroles et les actes. Les paroles et les actes. Voilà. En tout cas, moi, mon engagement, il a toujours été guidé par ça. C'est-à-dire que j'imagine pas qu'en fonction de là où on habite, en fonction de sa richesse personnelle ou pas, on n'ait pas le même service, on n'ait pas le droit au même service. Donc c'est la base de mon engagement. Après, quand je parle de laisser des gens au bord du chemin, bien évidemment, il n'y a aucun clin d'œil avec En Marche. En Marche, pour moi, c'est un parti d'opportunisme. Aujourd'hui, les gens les ont rejoints parce que les valeurs d'En Marche, peut-être que les valeurs, on va dire, avancées par le président de la République leur conviennent, mais moi, c'est pas le cas. Donc, je reste fidèle à l'engagement que j'ai depuis bien longtemps. Quelqu'un qui n'est pas engagé politiquement et qui a une réflexion un peu plus, j'allais dire entre guillemets, dans le brouillard, est-ce qu'il se dit pas finalement, dans la vie, il faut avoir du bon sens, et il y a des choses bien à gauche et des choses bien à droite? Et pareil, des choses mauvaises à gauche et des choses mauvaises à droite, on prend le bon et puis on avance. Et en l'occurrence, on se met en marche. Est-ce que c'est pas ça finalement la politique du futur ? Non, moi je pense que quand on fait de la politique, il y a bien évidemment la gestion du quotidien. Et là, pour le coup, je vous rejoins. Il y a du bien proposé par des gens de droite et des choses bien proposées par des gens de gauche. Mais au-delà quand on n'est plus dans la gestion, quand on n'est plus dans la gestion de nos collectivités, où là, véritablement,
un budget peut être voté à 99,5% par des gens de droite ou des gens de gauche. Quand on décide de refaire une rue, qu'on soit de droite ou de gauche, on refait la rue, point. Mais c'est plutôt une idéologie, c'est-à-dire de quelle manière on accompagne nos concitoyens. Là, les différences sont fondamentales entre la droite et la gauche. Nous, on pense que la richesse, elle se partage, elle se construit ensemble. Et je pense que quand on est un élu engagé à gauche, c'est ce qui nous guide en priorité. Alors, vous êtes le maire de Saint-Marcel-de-Féline, vous êtes vice-président de Forest Est, vous avez été conseiller général. Oui, c'est ça. Vous allez peut-être être sénateur. Est-ce que ce sont des mandats totalement différents? Est-ce qu'on a une vision différente ou on a toujours un peu la même réflexion, la même façon d'agir? Alors, entre le mandat national et les mandats locaux, bien évidemment, c'est différent. Mais je pense que moi, je pars du principe, et d'ailleurs, c'est un peu le propos qu'on tient tout au long de cette campagne, c'est qu'on défend bien ce qu'on connaît bien. Et aujourd'hui, je pense bien connaître la gestion des collectivités, que sont les communes, l'intercommunalité ou le département. Et c'est bien sûr un atout pour être candidat au sénatorial, puisque le Sénat, c'est aussi la chambre qui représente les collectivités. On parle souvent de trop d'élus, on parle peut-être de supprimer le Sénat. Quelle est votre position? Parce que vous voulez être sénateur et on parle également de supprimer le Sénat, peut-être dans des années prochaines. Ouais. Alors, trop d'élus, moi, ça me fait doucement rire, parce que j'ai entendu le président Macron qui disait qu'il y avait 500 000 élus et qu'il y en avait bien évidemment trop. Je voudrais juste savoir lesquels qui sont en trop. Parce que sur nos collectivités, sur nos communes, ce sont presque que des bénévoles. Et quand ils sont pas bénévoles, ils sont simplement indemnisés. Donc, vous savez, un maire d'une commune de moins de 500 habitants, c'est 300 € par mois, donc d'indemnité. Donc, une fois qu'il a payé son gasoil pour aller aux réunions à l'intercommunalité, pour aller à la préfecture 2 fois par mois, je crois qu'il ne reste pas beaucoup de bénéfices, si on peut parler ainsi. Et puis après, quant à la suppression du Sénat, moi je dis faisons attention quand on touche à notre Constitution. C'est aussi la garantie d'une certaine démocratie et justement de... C'est ce qui fait un peu la balance ou le contrepoids? Oui, avec la Chambre des députés, oui, sûrement. Et puis on peut aussi dire que le Sénat, c'est plus des élus ruraux, des élus ancrés dans le territoire? Oui, peut-être, mais c'est surtout des élus qui représentent les territoires. Donc, et quand on parle de représenter les territoires, c'est représenter les citoyens qui habitent sur ces territoires. C'est surtout ça qui est important. Justement, j'ai vu dans votre programme que vous aviez constitué une liste qui n'avait que des élus locaux en exercice. Comment on choisit les listes pour le Sénat? C'est 6 personnes? C'est 4 titulaires de suppléants. Voilà. Oui. Comment on choisit, comment on monte une liste de 6 personnes? Est-ce que c'est en fonction des courants, ou c'est en fonction des amitiés, ou c'est en fonction finalement de chaque équilibre? Alors nous, pour construire la liste, on s'est imposé des critères et qui nous paraissaient les plus importants dans la composition de la liste. Parce qu'en fait, faire une liste, c'est pas compliqué. Mettre 6 noms les uns à côté des autres, je vous garantis, vous passez 5 coups de téléphone, vous avez 5 candidats. Là, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont refusé de venir sur votre liste? Pas vraiment, non. Parce qu'en fait, non, pas vraiment. En fait, nous, les critères qu'on s'était imposés, c'était le premier critère, la parité, bien évidemment, mais aujourd'hui, la loi nous l'impose. C'est obligatoire. Voilà, donc plus de discussion à ce sujet-là. Le deuxième critère qu'on s'est imposé, c'est là, moi, je voulais que tous mes colistiers soient, comme j'ai l'habitude de dire, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'ils soient tous maires ou adjoints. Parce qu'en partant toujours du principe qu'on défend bien ce qu'on connaît bien. Donc, c'est un critère qui me paraissait très important. Le troisième critère, c'était qu'on ait aussi une représentativité territoriale, que le département de la Loire soit représenté du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et le quatrième critère, la quatrième exigence que je me suis imposé pour faire cette liste, c'est qu'on ne soit pas tous issus du même type de collectivité. Qu'on ne soit pas tous que des communes rurales, que des petites communes ou que des grandes communes. Voilà, qu'on ait aussi que le panel des collectivités du département de la Loire soit représenté. C'est une liste entièrement socialiste ou alors il y a des gens de la société civile? Non, divers gauche. D'ailleurs, sur nos documents de campagne, c'est écrit comme ça, c'est une liste divers gauche. On n'est pas tous socialistes, on n'est pas tous encartés au Parti socialiste. Donc si on fait le décompte ou le déroulement de cette liste, je vois donc en deuxième position, nous avons Martine Roffa qui est la maire de Saint-André-d'Appion, donc c'est dans le Rouennais. Nous avons Jean-Paul Chartron qui est adjoint au maire de Firminy. Voilà, pour le sud. On a Ramona González-Graille qui est la maire de la Talaudière. Pour l'est. Et puis pour finir, les 2 suppléants, donc si j'ai bien compris, Éric Michaud qui est adjoint au maire de Riorges. Et conseiller départemental. Et Sylvie Robert qui est la maire de Saint-Didier sur Rochefort. Ouais. C'est dans le Forez. Voilà, pour l'ouest. Voilà. Très bien. Donc, si vous êtes élu au Sénat, on redonne la date des élections, c'est le 24 septembre. Et là, on va peut-être repréciser aussi pour nos auditeurs, c'est les grands électeurs qui votent. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'un grand électeur? Alors, un grand électeur, c'est un élu
Et ces grands électeurs et pour les conseils municipaux, sont élus au sein du conseil municipal. Donc c'est quelquefois le maire, pas toujours. Et puis en fonction du poids de la population, en fonction de la taille du conseil municipal, eh bien il y a 1 élu, 3 élus, 5 élus, 7 élus ou plus en fonction de la taille des communes. Et ces grands électeurs, ils sont obligatoirement obligés, je ne sais pas si ça se dit en français, d'aller voter ou il y a des abstentions? Alors, le vote est obligatoire. Ouais. Si les gens ne viennent pas voter, il y a une amende de 100 €. Et sinon, il y a des suppléants. Donc, eh bien, c'est le suppléant qui vient voter à la place du titulaire. Donc, tous les grands électeurs dans la Loire votent. Et après, c'est au pourcentage des listes obtenues qu'on obtient des sièges. Comment ça se Voilà, passe? c'est ça. Alors, le calcul est un peu compliqué, mais ce qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a 1830 votants à peu près. Il y a 4 postes de sénateurs. Donc, on divise le nombre de votants par le nombre de postes. Ça donne un quotient. Et la liste qui obtient le premier sénateur, c'est la liste qui arrive à ce quotient. Et après, c'est au plus fort, c'est la plus forte moyenne. Si vous devenez, je mets encore sur le conditionnel, si vous devenez sénateur, est-ce que ça ne va pas être un petit peu compliqué sur le territoire de travailler avec des gens qui sont en marche? Il y a beaucoup de villes qui sont à droite, il n'y a plus beaucoup, c'est pas de l'humour, mais il n'y a plus beaucoup de socialistes dans la Loire. Oui, il n'y a pas beaucoup. Nous, on a perdu toutes les villes aux dernières élections de 2014. Mais après, au-delà de ça, les problématiques restent les mêmes. Et je pense qu'on peut être sollicité par des mairies ou des petites communes, quelle que soit leur étiquette politique. Mais surtout, ce qui est à souligner, c'est que bien des communes rurales ne sont pas du tout affichées ni à droite ni à gauche. C'est des sortes d'étiquettes qu'on a. Voilà. Et donc, on vous sollicite et vous venez apporter votre aide. Ça se passe. Oui, vous voilà, faites remonter les dossiers. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même rôle que le député, mais oui. peut-être avec plus d'expérience ou peut-être une approche différente. C'est pas tout à fait le même public parce qu'il y a une partie politique générale, on va dire, et puis après, tous les services qu'on peut rendre auprès des collectivités pour que des dossiers avancent, pour que des problématiques très particulières propres aux mairies, le soutien du sénateur peut être important, bien sûr. Je voudrais aussi qu'on revienne sur votre candidature parce que vous ne nous l'avez pas dit aujourd'hui, mais je vous avais entendu à votre conférence de presse. Il faut aussi rendre hommage à Jean-Claude Frécon parce que c'était le sénateur qui est décédé malheureusement il y a quelques mois et c'est un peu lui qui vous avait demandé de lui succéder avant de tous ces événements, quoi. Voilà. Donc si vous pouvez nous redire ce qui s'est passé exactement. Bien sûr. En fait, c'est le point de départ de cette candidature. Il est parti de Jean-Claude Frécon. Il y a 2 ans. Quasiment à la même époque, en fin d'été, il est venu me voir, on s'est rencontrés et puis il me dit voilà, moi en 2017 je ne serai pas candidat au sénatorial et tu es le profil que je pourrais soutenir. Voilà, ce sont ses termes exacts. Et il m'a dit par contre on a le temps, on a 2 ans, donc on va se donner rendez-vous dans 1 an, tu réfléchis et si en fonction de ta décision, on verra de quelle manière on s'organise. Et il y a 1 an, donc 1 an plus tard, on s'est retrouvés et j'ai dit allez, banco, on y va. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé de réfléchir comment on fait la liste, il me disait comment je pourrais t'aider, etc. Donc voilà, on a mis 6 mois et puis hélas, Jean-Claude nous a quittés le 10 décembre. Est-ce que ça a un peu bouleversé vos plans? Est-ce que vous êtes resté un peu orphelin, j'allais dire, c'est un peu dans ce senslà. Ouais. Bouleversé, non, parce qu'on avait décidé vraiment de partir dans cette aventure. Donc, l'idée était lancée. Je lui ai promis de faire le maximum. D'ailleurs, on était plusieurs à faire cette promesse auprès de Jean-Claude, de faire cette campagne électorale, simplement parce que pour lui, il était persuadé et que le monde rural a vraiment une importance dans la vie ligérienne, entre autres, et il m'avait, en étant, moi, comme j'étais aussi, comme lui, élu rural, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il m'a sollicité, et puis on faisait de la politique de la même manière, quoi, en allant voir les gens. Donc j'étais très honoré, très flatté qu'il me sollicite, parce que, on était plein à pouvoir être sollicité. Donc, Est-ce que ça marche un peu comme les députés, Est-ce qu'il y a un suppléant ou alors c'est complètement différent dans le fonctionnement du Alors, Sénat? il y a 2 suppléants, vous avez remarqué sur la liste, il y a 4 titulaires et 2 suppléants. Et en fait, c'est dans l'ordre du tableau. Imaginons que je sois élu, pour une raison X ou Y, je ne peux plus assurer le mandat. Vous êtes nommé ministre, par exemple? Oui, au moins, vous avez raison. Voilà. Non, mais je peux décéder, il y a plein de raisons, démissionner pour des raisons de santé. Eh bien, en fait, c'est pas le suppléant qui me succède, c'est le 2e de liste. C'est le 2e sur la liste. Et après, c'est le 3e, 4e, 5e, voilà. Très bien. Je vois dans votre prospectus de campagne que vous voulez mettre le département garant de la solidarité territoriale. Il doit être préservé. Comment on fait pour tenir ces engagements, justement?
Alors quand on a écrit ça, moi j'ai écrit ça, c'est parce qu'en fait je suis un départementaliste convaincu. Je pense vraiment que le département c'est l'échelle pertinente pour installer une solidarité, qu'elle soit territoriale ou humaine. Alors pour avoir siégé près de 7 ans au Conseil général, je pense vraiment que c'est la bonne échelle. Aujourd'hui, avec la réforme des collectivités, les compétences qui sont allées à la région, des compétences qui vont aux communautés de communes, la question qu'on doit se poser, c'est que comment on s'organise pour les territoires les plus en déprise pour continuer à faire perdurer ou à sauvegarder des solidarités. Voilà, c'est pour ça on a écrit ça, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que Saint-Étienne va devenir métropole, donc va prendre certainement des compétences du Conseil général. Tout à fait, j'avais envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va remplacer finalement à la longue le département ? Si, mais sur le territoire de métropole. Donc comment on s'organise pour les territoires hors métropole ? Oui, vous voulez dire tout ce qui est côté rouennais alors ? Côté rouennais, oui, et puis au sud même du département. Donc c'est assez compliqué finalement d'être partout et d'être équilibré. Voilà, donc on ne peut pas accepter, c'est ce que je disais au départ de notre entretien, je ne peux pas accepter qu'en fonction de là où on habite, on n'ait pas le même service, que le même service soit pas offert aux citoyens. Vous voulez parler des services publics ? Entre autres, oui, les services publics, les services médicaux. Aujourd'hui, on vit, quand je dis nous, on va dire les territoires ruraux en général, mais aussi les territoires urbains, attention, on vit des désertifications médicales. Oui, on est dans la rentabilité maintenant. Voilà, donc comment on s'organise pour que les médecins viennent chez nous, même s'il y a moins de patients ? Et vous n'avez pas été choqué pendant 5 ans de voir un gouvernement socialiste qui a fait un peu la même politique à ce niveau-là, en supprimant des bureaux de poste, en supprimant tout un tas de choses Bien sûr que si. Bien sûr que si. Moi, je n'ai pas fait campagne pour ce genre de politique, c'est très clair. Je l'ai toujours dit, je l'ai combattu et je le dirai encore très clairement. Alors, on est souvent nombreux à tirer sur l'ambulance, mais vous, en tant que politique, qu'est-ce que vous pouvez amener comme solution justement pour maintenir les services publics et être cohérent avec ce côté concurrence, ce côté rentabilité ? Alors, il faut pas... Et puis ne pas oublier aussi ce côté humain, parce qu'on a besoin aussi d'un service. Quand je vois qu'on va faire payer les facteurs pour aller porter quelque chose à des vieilles dames, je sais pas, j'ai été sidéré. Moi, c'est pareil, ça me révolte. Alors, quand on parle de même service, on parle d'équité, on ne parle pas d'égalité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, à Saint-Marcel-de-Féline, si je n'ai pas un bureau de poste, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est que les gens qui habitent à Saint-Marcel, surtout les personnes plutôt âgées sans moyen de locomotion particulier, de quelle manière ils arrivent à les retirer un recommandé ou retirer un peu d'argent à travers un mandat. Donc nous, on s'est organisé de façon à ce que le point multiservice, ce service-là soit rendu au multiservice. Donc voilà, même s'il n'y a pas un bureau de poste, à la limite, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que le service soit rendu. C'est dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas avoir dans toutes les communes de France un point avec tous les services publics ? On pourrait l'imaginer, mais dans toutes les communes, ça va être compliqué. Ou alors, pour 2 communes, je ne sais pas, suivant les distances. Il y a des distances à respecter, bien sûr. Bien sûr que si, et c'est dans cet esprit-là que moi je fais de la politique. C'est-à-dire de quelle manière on s'organise pour que, sur tout le territoire, on ait ces fameux services publics. Et on ne peut pas se dire, aussi en tant qu'État français, il y a des points où on ne sera jamais rentable et qu'on devrait être plutôt... privilégier l'humain un petit peu au lieu d'avoir des bilans avec des chiffres et des moins et des plus et des égales. Bien sûr, vous faites campagne, allez-y. Moi, je suis prêt je partage votre avis à ce sujet-là. Bien sûr, c'est pas que mathématique. C'est pas que mathématique, bien sûr. Non, mais moi, je l'ai connu aussi dans l'industrie où j'avais des jeunes chefs qui regardaient avec des chiffres et ils se rendaient pas compte que tout autour, il y a de l'humain et que souvent, en payant à peine plus, on a beaucoup plus de services. Bien sûr. On peut parler donc, on récupère ça autrement. Bien sûr, bien sûr. On peut parler aussi de l'hôpital. Les urgences, on doit être aussi, nous, les élus, on doit être les garants d'une organisation pour justement avoir... Et c'est pour ça que je repose la question, est-ce que des services doivent être rentables ? Et comment on peut les financer autrement ? Les services ne peuvent pas être rentables, bien évidemment, mais c'est aussi, ça s'appelle la solidarité aussi. Tout à fait. On paye l'impôt, tout le monde n'utilise pas des routes et pourtant on paye les routes avec les impôts, tout le monde ne prend pas l'avion, et pourtant une partie de l'aéroport d'Andrézieux est payée par des deniers publics, donc vous voyez, c'est aussi des solidarités. Justement, je rebondis, vous parlez de l'aéroport, on a beaucoup évoqué sa fermeture, on a beaucoup évoqué le fait qu'on dépensait de l'argent pour pas grand-chose finalement. Quelle est votre position en tant qu'ancien conseiller général ? Alors moi j'ai toujours été contre le fait que notre collectivité qui était le département participe au financement de l'aéroport tel qu'il était organisé. Parce que je pense que c'est pas son rôle et que ceux qui veulent atterrir à Boutéon, ils s'arrangent pour qu'ils payent leur piste. Voilà.
Si c'est pas de l'argent, on pourrait le mettre ailleurs. Et là, pour le coup, ce sont des choix politiques. Là, on n'est pas dans un service public, là, on est dans un service. Voilà, c'est plus du service public parce que l'aéroport d'Andrézieux, à chaque fois qu'il décolle un avion low cost, ça coûte de l'argent, quoi. Donc, bien sûr. Il faut trouver. Justement, c'est des choix. Alors justement, ces choix-là sont vraiment politiques. Mais là aussi, on a peut-être la place pour aller prendre l'avion, atterrir à Lyon, et puis organiser peut-être des navettes qui seraient plus et puis la TGV, bien sûr, c'est ce que je pense vraiment. Donc il y a d'autres solutions que toujours à financer à perte. Complètement d'accord. Finalement, je vais peut-être faire encore une fois de l'humour, mais c'est pas plutôt un acte politique d'avoir un aéroport qui soit dans notre territoire? Oui, c'est aussi une vitrine. Si on discute avec les gens de la CCI, ils disent qu'on ne peut pas s'en passer. On discute avec des gens de métropole, ils ont aussi des arguments pour dire qu'il le faut parce que le département de la Loire doit avoir son aéroport. Moi, je ne le pense pas, je ne partage pas cet avis. Il y en a un à Clermont, il y en a un à Lyon. Si on fait des navettes efficaces, je pense que ça doit convenir. Une autre question avant notre pause musicale, on a parlé de ruralité. Est-ce que vous savez un peu l'équilibre entre la ruralité et les villes dans la Loire? Est-ce qu'on est plus citadin? Est-ce qu'on est plus rural? On est plus citadin. En population, on est plus citadin, bien sûr. Est-ce qu'il reste encore, parce que votre métier, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est agriculteur, on ne l'a pas dit à l'antenne, mais on l'a dit hors antenne, c'est agriculteur. Est-ce qu'il y a encore des agriculteurs qui, j'ai envie de vous dire, qui sont motivés, parce qu'on a l'impression que c'est une vraie galère pour eux. Quand j'entends des agriculteurs qui font des heures énormes, qui ne se tirent pas de salaire, je me dis, là aussi, il y a vraiment un problème. Oui, il y a un problème. Alors là, pour le coup, on peut en parler longtemps. Mais on est là pour ça. Mais aujourd'hui, il y a encore des agriculteurs qui ont envie de travailler. C'est presque la majorité, enfin même plus que la majorité. C'est quasiment tous les agriculteurs qui sont sur leur ferme aiment leur métier. Et au-delà du fait que des difficultés financières, parce que c'est vrai que pour les exploitations aujourd'hui, c'est très très difficile, mais c'est un système qu'il faut remettre en cause et ça fait aussi partie de la politique. Mais justement, on demande aux politiciens finalement d'agir. Et est-ce qu'on ne peut pas voir ces politiciens agir justement sur la grande distribution qui impose des prix qui sont complètement incohérents, bien sûr, qui sont, je vais le dire encore une fois, qui sont totalement stupides, parce qu'acheter du lait moins cher que ce qu'on le produit, je ne comprends pas le truc là. Ben oui, c'est tout le problème des lobbies, c'est le problème des grosses multinationales qui ont un seul souci, c'est la rentabilité. Et donc, il faut qu'on s'organise. Alors, les agriculteurs entre eux, bien évidemment, à travers les syndicats. Moi, je suis syndicat de la Confédération paysanne, donc avec une vraie orientation. Nous, on est pour une agriculture paysanne, une agriculture familiale, à taille humaine, transmissible et surtout respectueuse du territoire et de l'environnement. Allez, on met tout ça de côté pendant 5 minutes. On écoute une chanson que vous avez choisie. C'est Un homme debout, c'est Claudio Capéo. On revient juste après pour la deuxième partie pour rentrer un peu plus dans les détails. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Bonjour, je suis Hervé Reynaud. Rendez-vous avec la politique, c'est sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Vous écoutez Loire FM à Saint-Hilaire-Cusson-la-Vallée 100.9. Deuxième partie de Rendez-vous avec la politique cette semaine, c'est Jean-Claude Tissot, notre invité. Alors Jean-Claude Tissot, on l'a dit, vous êtes maire de Saint-Marcel-de-Féline. Quelle est la population, le nombre d'habitants à Saint-Marcel-de-Féline? 820. Quel est l'impact ou le poids de la culture, parce qu'on était dans la chanson à l'instant, dans votre commune? Comment ça se passe au niveau de la culture, des associations et tout ce qui est la vie associative? Alors, on a un monde associatif très présent à Saint-Marcel. Et depuis quelques années, on a aussi la chance d'avoir un château à Saint-Marcel, le château de Saint-Marcel, qui a aussi, alors on ne peut pas parler de saison, mais beaucoup d'activités culturelles. Et souvent, la commune y est associée. Mais c'est un château privé ou Oui, un château privé, oui, tout à fait. Il appartient à monsieur et madame Murstel. Et bien sûr, il y a différentes manifestations. Et on co-organise ou on participe à un festival qui s'appelle Festival Jeux d'Ensemble, Festival des Montagnes du Matin. C'est de la musique de chambre depuis maintenant de nombreuses années, 7 ou 8 ans. Et entre autres, cette année, il y a eu 2 concerts à Saint-Marcel, au château, justement, un en plein air et un dans les communs. Donc voilà, c'est pas une saison culturelle, mais on a quand même une activité culturelle. Le château organise très bientôt, d'ailleurs, une fête qui s'appelle Vieille Pierre et Jeunes Plantes, qui regroupe tous les jardiniers avec un thème précis chaque année. On a aussi bien évidemment les fêtes qu'on connaît dans tous les villages que les associations organisent. On a un tissu aussi sportif important,
Donc on est bien gâté, on va dire, par Et le vous dynamisme. avez des associations sur votre commune ou alors il faut aller sortir un peu en périphérie ou aller sur Roanne? On en a sur la commune, alors de taille modeste bien sûr, et puis après bien évidemment on est aux portes de Roanne, donc avec les saisons culturelles du théâtre. Est-ce qu'il y a des partenariats avec la ville de Roanne? Pas vraiment, Non. pas directement, non, pas officiellement. C'est dû au fait qu'on n'a pas la même couleur politique Non. ou alors c'est qu'on n'a pas des Non. relations qui Non, font mais que- après, c'est difficile. Après, on avait à l'époque où Roanne Table Ouverte. Ouais, c'était une magnifique voilà, manifestation. voilà. Donc on avait essayé de faire quelque chose à Saint-Marcel, mais bon, il faut avouer que bon, on est quand même nous assez petits, donc c'est compliqué de s'inscrire dans ces démarches. Pour revenir un petit peu à la politique, on a vu que c'était aussi très compliqué au niveau de la Loire, au niveau du Parti Socialiste. J'ai vu que bien sûr il y a des gens qui ont rejoint En Marche et puis il y a des gens qui n'étaient pas sur la même ligne. Comment on fait pour finalement, après tous ces débats, pour se rassembler à nouveau? Bon, après un temps vient un autre, hein. Je Ouais. suis paysan moi, donc je suis assez pragmatique. Hein. Ouais. Voilà. On va voir comment ça va se passer. Moi, je suis un éternel optimiste, Ouais. véritablement. Donc, il y a un temps pour débattre, il y a un temps pour les élections, et on verra au terme de cette dernière échéance que sont les sénatoriales, de quelle manière on pourra travailler. Et si on pourra travailler, je ne sais pas si on pourra travailler ensemble, mais en tout cas, moi, je suis très attentif à ce que disent les uns et les autres, et je suis aussi très attentif à ce que les propos ne dépassent pas quelquefois les pensées, quoi, et qu'on puisse revenir les uns vers les autres, parce qu'immanquablement, on est contraints à travailler ensemble. Alors, dans votre engagement pour le Sénat, j'ai lu le premier engagement, c'est conclure un pacte de confiance quinquennat entre l'État et les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en parler et développer un petit peu tout ça? Eh bien, en fait, ce qu'on a vécu cet été avec, vous avez dû entendre parler des suppressions des emplois aidés, la suppression de la taxe d'habitation, ce qu'on veut dire par là, c'est que on ne peut pas vivre au coup par coup. Il faut véritablement que... Planifier des choses sur l'avenir? Planifier, voilà. Qu'au moins sur la durée d'un mandat, sur 5, 6, 7 ans, eh ben, on puisse avoir les mêmes règles. Parce que sinon, comment imaginer un plan de mandat quand on est un élu local si au niveau national, on n'est pas sûr d'avoir les deniers émanant de l'État, quoi. Toujours dans le côté pédagogique, on a dit tout à l'heure, c'est les grands électeurs qui votent pour le Sénat. Bien sûr. C'est un mandat de 6 ans Oui. qui est renouvelé par tiers tous les 3 ans, c'est ça ainsi? Par moitié. Par moitié. Avant, c'était par tiers, C'était mais par depuis tiers, 2001, non. c'est par moitié. Alors on continue de dérouler votre programme, je vous vois en deuxième position, préserver l'autonomie fiscale des communes. Alors là aussi, pareil, comment Voilà. on fait? Parce qu'on parle beaucoup de la suppression de la taxe d'habitation. Ben, Je pense justement. que c'est des revenus qui vont être en moins, comment on les compense et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben justement, donc ça veut dire qu'il ne faut pas la mettre, la suppression de la taxe d'habitation. Moi, Moi je suis plutôt pour. Hein, alors, bien sûr, mais aujourd'hui, les gens... Alors, c'est juste ces jours-ci, on connaît les montants, les plafonds, mais je ne me suis pas encore penché dessus, des gens qui vont être exonérés. Le problème, c'est pas l'exonération. Au contraire, moi, si on pouvait exonérer tout le monde, tant mieux, parce que c'est du pouvoir d'achat qui pourrait revenir chez nous. Mais en tout cas, nous, en tant que gestionnaire de collectivité, et là, vraiment, j'associe tous les gens qui gèrent une collectivité, c'est qu'on ne peut pas être suspendu chaque année à la loi de finances pour savoir quel montant de fonds de compensation on aura. Il faut qu'on puisse, nous, savoir d'une année sur l'autre, qu'on puisse prévoir, et que ce soit nous qui ayons la main sur les taux, et puis bien évidemment aussi sur les bases. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la suppression de la taxe d'habitation, la base va rester figée à une année. Donc apparemment, ce serait l'année 2016. Donc très clairement, si moi demain à Saint-Marcel, j'ai 10 maisons de plus, 10 familles, ces 10 familles vont devoir prétendre, et elles auront raison, au même service que les autres. Mais moi, si j'ai pas de ressources de la part de ces familles qui arrivent à Saint-Marcel, pas de ressources supplémentaires, comment je fais? C'est juste la question que je pose. C'est que si vraiment l'État assure un fonds de compensation qui soit dynamique, c'est-à-dire qui soit proportionnel aux gens qui arrivent chez nous, pourquoi pas? Mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. On a toujours un peu l'impression pour les impôts qu'on nous prend dans la poche gauche pour la remettre dans la droite et vice-versa. Oui, mais... Alors est-ce qu'on ne va pas supprimer la taxe d'habitation et puis on ne va pas créer autre chose? Ben, je crains, parce que moi, la question que je pose, c'est, ok, on supprime la taxe d'habitation, très bien, mais qu'est-ce que je supprime comme service, moi, en tant que maire de Saint-Marcel? J'enlève la cantine, Ouais. j'enlève la garderie, qu'est-ce que je fais? Vous êtes touché, vous, pour les contrats aidés aussi? Oui, mais apparemment ça va. Alors on n'a encore pas l'arbitrage, hein, puisque l'arbitrage du préfet sera en fin de semaine là. Donc je ne sais pas exactement. Mais là aussi, on parlait tout à l'heure de service public. Est-ce que c'est le rôle de l'État aussi de financer des contrats dans les mairies, dans les collectivités? Alors je ne sais pas si c'est le rôle moi je pense que oui, mais il faudra peut-être se repencher sur les contrats aidés, parce que au départ le contrat aidé, il ne faut pas perdre de vue que c'est fait pour aider les gens qui sont soit en rupture de l'emploi, soit pour des raisons X ou Y, n'arrivent plus à trouver un emploi. Et nous, les collectivités, n'est-ce pas notre rôle d'accompagner ces gens-là pendant un temps,
pendant un temps, attention. Hein. Et puis après, soit les orienter à travers une formation vers un vrai emploi pérenne, ou alors, moi c'est ce que j'ai fait sur Saint-Marcel à plusieurs reprises, on a pris des emplois aidés qu'on a pérennisés. Et encore cette année, une fille qui était à la crèche municipale chez nous, elle a fait 3 ans de contrat aidé. Au terme de son contrat aidé, on a créé le poste, donc conseil municipal au mois de juin, pour pérenniser son emploi. C'était un peu la démarche de base, qu'on se rend compte il y a beaucoup d'endroits, alors on va dire dans l'administration, où c'est des contrats aidés, puis au bout d'un an on en prend un autre, notamment dans les écoles pour surveiller, et puis c'était un peu aussi dans les entreprises privées où on prend des stagiaires, et puis on prend des stagiaires, et puis on prend des stagiaires. Et finalement, ces gens-là, on les décourage de tout finalement. Et surtout, puis l'emploi devient plus pérenne, donc c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On précarise l'emploi, et les collectivités, si on précarise l'emploi, c'est pas le rôle, quoi. Et moi, je pense vraiment que il va falloir se repencher sur la manière dont sont gérés ces emplois aidés, mais il faut pas perdre de vue aussi que les emplois aidés permettent à des associations, style Emmaüs, style les Restos du Cœur. Là, on est d'accord, c'est un peu le rôle. Là, ils ont vraiment un rôle à jouer. Mais les supprimer, moi en fait ce que j'ai difficilement vécu cet été, c'est qu'ils ont été supprimés du jour au lendemain. C'est la façon de faire. Ah bah oui, bien sûr. Le manque encore une fois d'explication, voilà, de concertation, de concertation. Si l'État nous avait dit attention, mesdames et messieurs les maires, la rentrée 2018 ne pourra pas se faire de la même manière. Certainement que les contrats aidés seront supprimés, donc essayez d'imaginer un autre scénario. Là, on aurait une année le temps de se voir venir, on modifie les choses, on travaille en collaboration très étroite avec les enseignants, les enseignantes, les directrices d'école, de façon à ce que on puisse offrir un service correct pour les enfants et les parents. C'est là où on voit que finalement la politique c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est compliqué, mais les Français sont facilement critiquent les politiciens, mais moi je les reçois souvent maintenant. Je me rends compte que c'est des gens qui travaillent presque 23 heures sur 24, samedi et dimanche compris. Ouais. C'est des gens qui s'investissent parce que c'est facile de parler, et puis on voit les politiciens, c'est pas toujours facile sur le terrain. Ouais. Et finalement on continue de vous critiquer. C'est quand même pas un rôle facile. Non, c'est pas un rôle facile, des fois c'est ingrat, mais en même temps c'est un engagement. Moi je compare souvent la politique au métier de paysan, parce qu'en fait on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire. Quand on est paysan, on n'est pas obligé de se lever le matin. Ouais, ça se fait tout seul. Non, hélas, ça se fait pas tout seul. Voilà, c'est pour ça. On est obligé. Enfin, je veux dire, rien, on n'a pas de chef, rien nous oblige à nous lever, et pourtant on le fait tous. Et la politique c'est de la même manière. On peut le faire de différentes manières. Moi je travaille beaucoup, vraiment beaucoup, mais d'autres travaillent moins. Et donc c'est pas, c'est simplement l'engagement, l'envie qui fait que... L'envie de faire évoluer les choses, de faire changer les choses. C'est ça. Mais comme plein de métiers. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu ce décalage. Moi, je vois beaucoup de politiques, encore une fois, qui ont vraiment envie et puis qui se battent. Et puis on entend toujours les gens en train de râler, les politiques, c'est des escrocs, c'est des feignants. Oui, bien sûr. La critique est facile. Et il se passe jamais rien. Et moi, finalement, je suis des deux côtés, je suis au milieu, je dirais, et je vois tout ça, et c'est vrai que c'est difficile à relier les deux, finalement. À faire comprendre aux gens que finalement les politiques, ils se battent, ils font pas l'impossible, parce que l'impossible personne n'y arrive, mais c'est quand même des gens qui se battent et puis qui donnent de leur temps, et puis qui donnent de leur passion, de leur envie. Et finalement, on est presque là à les insulter, à leur dire vous êtes des incompétents, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Souvent, alors la majorité des gens ne tiennent pas ce discours. On entend beaucoup quand même. Oui, mais le problème c'est qu'on entend cela. Et moi, je peux vous notamment de gens qui ne votent jamais. Il y a des paradoxes de l'État français. Ouais, alors là, pour le coup, s'ils votent pas, moi, ce qu'ils peuvent en penser, alors ça me gêne moins. Hein. Mais non, mais on n'entend pas. Il nous arrive quelquefois d'avoir des courriers, des lettres, des témoignages en disant écoutez, merci pour ce que vous avez fait, merci pour votre équipe, tout l'engagement que vous avez fait. Ça m'est arrivé durant le mandat. Mais c'est vrai que par contre, on a plus souvent, vous voyez, des lettres de critiques et des propos quelquefois désagréables, bien sûr. Non, mais c'est vrai que moi, je tiens à le souligner parce qu'on a des gens ici de gauche et de droite qui sont venus. Donc, moi, je l'ai dit encore la semaine dernière, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes valeurs, donc on peut pas penser tous pareil. Mais il y a quand même ce côté d'être 23 heures sur 24 ou même peut-être parfois 24 heures sur 24 engagé. Et moi, je dis bravo, voilà ce que je voulais dire. On continue ce déroulement de programme. En numéro 3, je vois respecter l'article 40 de la Constitution. Alors aussi, là également, qu'est-ce que c'est que l'article 40 ? En fait, c'est donc qu'on ne puisse pas donner aux collectivités des charges supplémentaires ou des compétences supplémentaires sans le financement. C'est simplement ça. Donc, on était dans la tactique, la technique. Ouais. On continue de dérouler ce programme. Je vois veiller à la concrétisation de la promesse présidentielle de 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles en équipement pour les territoires ruraux. Ça veut dire qu'il faut
à nouveau investir ou continuer d'investir? Bien sûr, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand on parle d'investissement sur les territoires ruraux ou urbains même, mais bon, en l'occurrence les ruraux, c'est que ces investissements vont directement dans l'économie locale. Ça va aux maçons du coin, aux plâtriers du coin, et ça fait marcher l'économie locale. Donc c'est ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand on parle de développement justement de nos collectivités, c'est ça qu'il faut voir derrière. C'est pas des entreprises du CAC 40 qui vont avoir ces marchés-là. Ce sont les gens de chez nous, quoi. Il faut privilégier aussi le marché français. Oui, alors faisons attention avec ça. Alors, pour le coup, la taxe Molière, la êtes clause Molière. Vous êtes adepte du Made in France? Bien sûr, bien évidemment, mais après, faisons attention avec le propos. On est dans un pays qui s'appelle l'Europe. Bien évidemment que l'Europe, elle a bien des défauts, mais de quelle manière on s'organise pour que ça aille mieux, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec Est-ce que vous avez l'impression que cette Europe, elle se construit ou elle se réalise par le bas et non pas par le haut, puisqu'on est toujours en train de tirer les salaires vers le bas, de mettre en concurrence des ouvriers polonais avec des ouvriers portugais, des ouvriers français. Est-ce qu'on ne peut pas dire un jour, voilà, on est tous à ce niveau-là et on ne descend pas? Si, moi c'est ce que je pense. Ouais. Je travaillerai à ça, bien sûr. Ça sera votre rôle au Sénat aussi de faire passer ce message? Entre autres, il faut travailler sur une Europe sociale. Allez, encore 3 points et puis on vous laissera partir. En 6e position, je vois maintenir les compétences eau et assainissement. Donc là, on est dans tout ce qui est l'eau. C'est quelque chose qui l'eau, ça me passionne. Quelque chose de limpide. Parce que vous avez raison. En fait, quand nous avons écrit ça, c'est que la compétence eau, donc c'est-à-dire gestion de l'eau, distribution de l'eau, parce que l'eau. Il y a souvent eu des polémiques entre public et privé. Voilà. Donc, on se rend compte que aujourd'hui, tel qu'est organisée la loi, la compétence eau et assainissement va aller à l'intercommunalité. Moi, la proposition que nous faisons, c'est que les syndicats d'eau, souvent intercommunaux, ou les communes qui gèrent en direct la gestion de l'eau, il faut qu'elle reste aux communes, aux petits syndicats, parce qu'on gère bien quand on est très près de la problématique. Et la gestion de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est très... Il faut être très réactif. Et je pense qu'on le fait très bien quand on le gère depuis l'échelle de la commune. On est peut-être un petit peu moins cher aussi? On est aussi moins cher, bien sûr. Ouais. Il y a moins de gens à arroser, c'est un jeu de mots avec vous. Je vous laisse seul responsable du propos. Dans mes jeux de mots. La politique agricole commune aussi, on en est où? On a un peu l'impression là aussi qu'on suit plus, qu'on ne sait plus ce qui se passe. Alors, la politique agricole commune, donc il va y avoir une révision en 2020, la PAC de 2020. Il y a eu une révision en 2016 avec la suppression des quotas laitiers. Le département de la Loire y a été touché. Aujourd'hui, moi, dans le cadre, je suis membre de la Commission nationale agriculture et ruralité au sein du PS. J'ai beaucoup travaillé à la réforme de la PAC de 2016. On travaille encore maintenant à la PAC de 2020 et j'espère qu'en tant que parlementaire, je pourrai participer très activement à cette réforme parce que elle va être lourde de conséquences, vraiment lourde de conséquences pour l'agriculture ligérienne. L'avis d'un sénateur, c'est quoi? On est quelques jours dans sa commune, on est 3 jours à Paris, c'est un peu le même fonctionnement que les députés ou alors c'est un fonctionnement différent? Écoutez, je vous donne rendez-vous le 25. Si je suis sénateur, je vous expliquerai, parce que là, j'ai jamais été sénateur. Donc, on a quand même dû vous expliquer. Voilà, bien sûr, c'est 3 jours à Paris, c'est mardi, mercredi, jeudi. Et après, le lundi, j'imagine, dans la permanence, c'est comme ça que moi je l'imagine, avec les gens qui travaillent avec moi pour établir tous les dossiers à traiter, l'agenda, etc. Et puis le vendredi et puis le samedi, sur le terrain, aller visiter les communes, quoi. Si vous êtes élu, ça vous oblige à renoncer à d'autres mandats? Je laisserai le mandat de maire, parce que la loi sur le non-cumul des mandats me l'impose. Et puis, même si la loi ne me l'avait pas imposé, j'avais annoncé que j'arrêterais la fonction de maire parce qu'on ne peut pas tout faire. Et j'estime que si ce sont les adjoints qui font le boulot, c'est normal que ce soit eux qui soient aux responsabilités de façon pleine et entière. Dernière chose sur votre programme, je vois simplification administrative et législative. Je pense qu'on est tous d'accord là. Oui, donc c'est en partant d'un constat où, alors particulier ou collectivité, maintenant monter un dossier c'est devenu très 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 compliqué. Donc de quelle manière on arrive à rentrer dans ce choc de simplification? Rien à voir avec le Sénat, mais quelle est votre position, vous qui êtes un élu de terrain, entre le Saint-Étienne Métropole qui se développe, donc on a l'impression qu'il y a une cohérence et qu'il y a aussi une impulsion, et la place justement de la Loire par rapport à ce qui est le Rhône et Lyon, on a un peu l'impression que ça mange tout, quoi. Moi, je pense que la Loire a un rôle à jouer, qu'il y a un développement économique possible, que Saint-Étienne Métropole, telle qu'aujourd'hui elle s'organise, elle doit avoir un développement économique sur notre territoire. Mais si vous me permettez, moi, ce qui m'inquiète et là où je serai très vigilant, c'est que le développement soit plus harmonieux, soit harmonieux au niveau département. Équilibré entre nord et sud.
Est-ce qu'aujourd'hui, on constate une différence? Est-ce qu'il y a des secteurs de la Loire qui sont plus en pointe et d'autres moins en pointe ou moins... Est-ce qu'on sent un déséquilibre? Oui, bien sûr, mais c'est aussi l'histoire. Aujourd'hui, les zones d'activité autour d'Andrézieux-Boutéon, c'est pas d'aujourd'hui. Au sud, c'est pareil. Nous, pour ce qui nous concerne, Forêt, c'est Vauche, Montron qui l'emportent, qui ont la palme du développement économique. Maintenant, à nous, puisqu'aujourd'hui c'est nous qui décidons, de quelle manière on s'organise pour qu'il y ait justement un meilleur équilibre territorial pour le développement économique. Dans votre secteur, du côté de Forest-Est, quels sont les secteurs qui sont en pointe? On est dans l'agriculture, on est dans les... Ouais, dans quel domaine on est? Je pense pas qu'il y ait vraiment de pointe. À une époque, on avait du tissage, beaucoup de tissage, c'est un peu moins vrai. Il y a de la mécanique quand on parle du sud, il y a du pôle agroalimentaire aussi. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment de pointe Si on fait un point sur votre commune, les gens ils travaillent beaucoup dans quel secteur? Vous Alors, savez, ou nous, pas? on a encore un tisseur, l'entreprise Linder, qui fait du voilage, qui emploie une 50aine de personnes. On a de l'artisanat. On a aussi la carrière Thomas, qui est sur Saint-Marcel, qui emploie une dizaine de personnes. Donc voilà, c'est pas non plus... Mais on a aussi beaucoup de services, puisqu'on a donc la crèche municipale qu'on a créée, il y a des emplois. On a eu un foyer d'accueil d'adultes handicapés, c'est une 30aine d'emplois. Une maison de retraite, c'est une 10aine d'emplois. Donc vous voyez, c'est aussi de l'emploi non négligeable. On passe de votre commune à l'actualité nationale. Quelques points que j'ai entendus cet été. Qu'est-ce que vous pensez d'une chose qui a été décidée ou qui va se décider? On va essayer de faire des tests sur la ville de Grenoble, sur la dépénalisation du cannabis. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, ou alors c'est un sujet que vous balayez d'un coup de main? Oh non, je balaye pas. Je suis plutôt pour. Faut pas se voiler la face, quoi. Voilà. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir prendre les choses à bras le corps, si j'ose dire, et puis voilà. Un autre sujet qui revient aussi dans l'actualité, quelle est votre position par rapport aux migrants? Il y en a qui les refusent, il y en a qui les accueillent, et chaque fois c'est des polémiques, les pour, les contre, un peu comme tous les sujets. Quelle est la position de vous en tant qu'homme et en tant que maire? En tant qu'homme, je n'imagine même pas ne pas accueillir les gens qui sont en déshérence, qui sont en difficulté. Moi, j'ai été fabriqué de cette manière-là, ma famille m'a élevé comme ça, mes parents m'ont élevé de cette manière-là, donc j'imagine même pas faire autrement. Après, en tant que maire, quand, rappelez-vous, il y a quelques temps, il y a quelques mois, même quelques années maintenant, quand on parlait d'accueillir des migrants, Saint-Marcel, on s'était porté très vite volontaire pour accueillir des migrants. Mais parce qu'on avait une famille de Saint-Marcel qui nous proposait des logements et qui m'avait appelé, voilà, monsieur le maire, nous on a des maisons vides, si vous le voulez, voyez avec la préfecture s'il y a moyen d'accueillir des familles. Donc c'est la démarche qu'on avait fait. Après, quand ils arrivent sur un bateau, dites-moi ce qu'on en fait, on les rebalance à l'eau. Moi je me pose toujours la question, c'est pourquoi ils partent justement? C'est ça. C'est cette question-là qu'ils partent. Voilà. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Donc comment on rééquilibre la politique nord-sud, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a quand même une chose qu'on a au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, c'est le changement climatique. Tout à fait, on prévoit des grands mouvements des populations. Voilà, donc comment on s'organise dès aujourd'hui pour les accueillir? Moi, je pense qu'on va y être contraint et pour avoir rencontré les différentes communes qui ont accueilli des migrants durant les mois derniers, ça s'est pas si mal passé que ça. Dans la Loire, on a eu la chance d'avoir des services préfectoraux au top, vraiment, il faut leur rendre hommage, qui ont accueilli, qui ont encouragé, qui ont plutôt entouré les communes qui avaient à la charge ces quelques personnes qui sont arrivées. Donc, c'est la démonstration que si on s'organise bien, on peut y arriver. La France est une terre d'accueil. Hein. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a, en d'autres temps, on a été bien content d'avoir des gens qui nous ont aidés. Tout à fait, c'est vrai. On termine ce tour d'actualité avec une question assez d'actualité, justement, puisque cette semaine, il y avait des grèves concernant le gouvernement Macron, enfin le gouvernement Philippe, et pour tout ce qui est loi de travail. Quelle est votre position, vous, en tant que socialiste, pour ces changements dans le code de travail? Moi, j'ai envie, encore une fois, d'orienter un peu ma pensée, mais comme on dit depuis 30 ans, on a tout tenté et il ne se passe rien. Est-ce qu'on ne peut pas tenter des choses et puis après, si ça ne marche pas, revenir en arrière ou les modifier que de dire finalement on a 10 millions de chômeurs et puis voilà, c'est comme ça. Voilà, alors je ne suis pas sûr que la modification du code du travail tel qu'il est prévu modifie quelque chose en faveur du salarié. Ça, vraiment, je ne pense pas. Moi, je combattais la modification du code du travail même quand c'était les socialistes. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis. Et la hiérarchisation des normes, entre autres, il y a des choses qui sont pour moi inacceptables. Donc je pense que peut-être qu'il faut modifier le code du travail, peut-être, mais en tout cas pas de cette manière-là et pas avec les articles tels qu'ils nous sont annoncés aujourd'hui, quoi.
Donc là aussi, c'est un sujet compliqué qui va traîner et qui va... Oui, c'est compliqué, mais bon, il y a des discussions qui sont en route. On va voir de quelle manière... j'espère que l'échéance de la mise en place de ces ordonnances, on arrive... disons qu'avant l'échéance de la mise en place de ces ordonnances, on arrive quand même à revenir sur peut-être des positions un peu plus raisonnables pour le salarié. Très bien, on verra l'avenir, de quoi il sera écrit. On est à peu près à 5-6 mois là, de gouvernement de présidence Macron. Quel est votre premier bilan ? Est-ce que vous êtes déçu, optimiste ? Est-ce que c'est ce que vous pensiez voir ? Quel est votre état d'esprit ? Moi, je suis déçu. Je suis même pas déçu parce que je craignais que ce soit ça. Donc, hélas, les premières mesures laissent bien apparaître ce que mes craintes étaient justifiées. Maintenant, il y a 6 mois, on va lui laisser du temps. Il reste encore que 4 ans et demi, donc on va le laisser travailler. Mais je crains qu'il va falloir ferrailler. Ça va être compliqué là aussi ? Je crains. On est dans une époque compliquée finalement. J'ai bien peur, mais restons optimistes. Je pense que si on fait tous quelque chose là où on est, là où vous êtes, vous, en nous donnant le micro, en faisant ce que vous faites, moi en faisant de la politique, d'autres en étant dans des associations, je pense on peut vraiment changer quelque chose. Alors, une dernière question pour terminer cette émission. Politique Fiction, on est le 25 septembre, vous êtes élu sénateur. Quelles sont vos premières décisions, vos premières envies de travail ? Vous faites quoi ? À part de nous offrir le champagne. Je vous inviterai. Humour, attention. Je vous inviterai. Je vais déjà, au terme de cette campagne électorale, on aura visité pratiquement toutes les communes. On est en train de faire un compte-rendu et des doléances des uns et des autres. Ça va orienter un peu le travail d'urgence, parce qu'il y a des réponses à donner, donc je les donnerai dès que je serai en capacité de le faire. Il va falloir créer une équipe, monter une équipe. Et puis, il y a des dossiers qui sont chauds, donc il va falloir les suivre de près. L'aménagement du territoire, bien évidemment. Et puis, vous avez parlé de la loi travail, réorganiser peut-être nos collectivités, participer activement justement à cette réorganisation. Très bien, mais écoutez Jean-Claude Tissot, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de votre accueil. Vous avez un mot à rajouter ? Non, simplement merci et continuez. Allez-y. Alors moi j'ai un petit mot à rajouter, je voulais dédier cette émission à un autre Jean-Claude Tissot parce que j'ai fait des recherches, parce que souvent à Saint-Étienne on tombe sur la rue Jean-Claude Tissot, donc c'est le même prénom, c'est le même nom. Ouais. Et on a vu que c'était un graveur qui gravait sur des armes. C'est ça. Puisque Saint-Étienne était une ville d'armes il y a quelques décennies. Ouais, c'est ça, voilà. Donc on lui rend hommage également dans votre homonyme Jean-Claude Tissot. Allez, ok, d'accord. Merci beaucoup Jean-Claude Tissot, bon retour à Saint-Marcel-de-Féline. Merci de votre accueil. Bonne entrée au Sénat si vous êtes sénateur. Merci. Et puis allez, je vais me lancer si jamais vous êtes sénateur et puis que vous avez l'occasion, si un jour je peux visiter le Sénat, ça m'intéresserait beaucoup. Avec grand plaisir, ce sera plaisir que je vous accompagnerai. Merci beaucoup Jean-Claude Tissot. La semaine prochaine, on retrouve mes meilleures années et puis rendez-vous avec la politique, c'est le mois prochain. Bonne semaine à tous, la rediffusion c'est tous les jeudis à 18h. Merci, bonne semaine. Where the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's Bonjour, got his head je suis on Jean-Claude right, Tissot, well, rendez-vous avec la I lay you politique, c'est sur 95, Loire you FM walking with 100.9 Smith, et sur brother la man page say Facebook. he's afraid of gangsters.